Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la fabrication additive métallique. Aujourd'hui, la société Aubert & Duval est notre invitée pour nous parler de son nouvel acier et ses propriétés qui se prêtent à la fabrication d'outillages pour la plasturgie. Nos deux intervenants aujourd'hui sont Thomas Joffre pour IPC et Peter Winker pour Aubert & Duval. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous via le chat à tout moment. Vous pouvez donc poser vos questions par écrit, nous y répondrons en direct en fin de webinaire. Pour nous poser vos questions, en haut à droite de votre écran s'affiche un rectangle orange avec une flèche blanche à l'intérieur. Ce bouton permet de déplier ou replier un menu de commande à l'intérieur duquel vous trouvez l'espace chat. Compte tenu du nombre très important de participants aujourd'hui, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions en direct. Cependant, nous ferons notre possible pour revenir vers vous un petit peu plus tard par email. Donc, au niveau de notre agenda aujourd'hui, on va démarrer par la présentation respective de nos deux sociétés IPC et Aubert & Duval. Et puis ensuite, Thomas va entrer plus en détail sur le procédé de fabrication additive et ses études de cas, notamment conformal cooling. Et puis Peter nous parlera plus en détail de Pearl Micro 420, donc le nouveau matériau pour les outillages. Et puis la dernière partie sera réservée donc à vos questions. Je vais commencer par une courte présentation d'IPC pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc IPC est le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Ce centre technique a été créé fin 2015. La mission d'IPC est d'accompagner les industriels de la filière, mais aussi tous les porteurs de projets de développement plastique ou composite. Nos activités s'articulent autour de 3 axes stratégiques pour la filière, qui sont l'économie circulaire, l'industrie du futur et l'impression 3D, et enfin, les produits à haute valeur ajoutée. IPC a notamment mis en place des plateformes d'expertise dédiées au transfert de technologies, comme DIS30 pour l'économie circulaire, Printer pour l'industrie du futur et l'impression 3D, et enfin iProd 2 pour les produits à haute valeur ajoutée. Ces axes stratégiques que l'on vient de citer sont traités de différentes manières, c'est-à-dire par le biais de projets de recherche collaboratifs ou encore de projets de R&D collectifs qu'on appelle les actions collectives et enfin des prestations privées. Donc IPC est en mesure d'aider les industriels au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Alors maintenant que j'ai fini la petite présentation d'IPC, je propose à Peter de prendre la main et de nous présenter Aubert & Duval. Excuse-moi Frédéric, je voulais juste tweeter aussi pour rappeler qu'IPC est membre d'Initiative 3D. Donc Initiative 3D, c'est le réseau qui regroupe l'ensemble des acteurs de la fabrication additive métal en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les travaux que nous allons présenter sont le résultat d'une collaboration qui a été effectuée avec le laboratoire Mathéis, qui appartient à l'INSA, qui s'occupait d'une thèse qu'on a en cours avec eux. Et c'est Mathéis qui s'occupait de la partie caractérisation et métallurgie de ce développement. Très bien. Merci Désolée pour Thomas. l'introduction. Non, il n'y a pas de problème. Pour la petite parenthèse, initiative 3D. Voilà, c'est important quand même de le préciser. Du coup, Peter, je vous donne la main, enfin je te donne la main pour la présentation d'Aubert & Duval. C'est parti. Donc là, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc Aubert & Duval, Aubert fait partie du groupe Eramet. Eramet est avec deux divisions. Une division des mines et métaux, donc avec des mines en Nouvelle-Calédonie, au Gabon et au Sénégal. Et une division alliage haute performance qui regroupe les deux sociétés Aubert & Duval et Erasteel.
nous sommes 13 000 personnes environ sur 39 sites industriels et en 2019, on avait un chiffre d'affaires d'environ 3,7 milliards d'euros. Si on regarde plus en détail la division alliage haute performance et son expérience en ce qui concerne les matériaux pour la plasturgie, on peut dire que nous avons une relativement longue expérience. On fournit déjà des barres en ASP pour des vis d'injection. On produit également des poudres qui est utilisées pour faire des pièces bimétalliques, notamment pour les extrudeuses, segments de vis et cylindres bimétalliques. Et on fournit des aciers haute performance pour les moules d'injection. Dans le domaine de la fabrication additive, on a suivi cette technologie dès son début et on a livré nos premiers poudres pour la fabrication additive d'outillage il y a plus de 10 ans, ce qui est très tôt dans cette industrie très nouveau. Bon, ça c'était quelques petits mots sur Oberdual et je laisse à Thomas de continuer son présentation. Eh bien, Thomas, je te donne la main. Très bien, merci pour cette introduction et la présentation des deux sociétés. Donc maintenant, moi, je vais vous parler du procédé de fabrication additive, donc la fusion laser sur lit de poudre et des études de cas. Donc le but de cette présentation, ça va être de vous expliquer pourquoi le centre technique de la plasturgie IPC fait aussi la fabrication additive métal et pourquoi la fabrication additive métal est très intéressante pour la réalisation d'outillage de plasturgie. Donc d'abord, je vais faire un petit rappel, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de différents horizons qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc il y a certaines personnes qui sont déjà expertes en fabrication additive, d'autres moins. Donc c'est un petit rappel sur le fonctionnement du procédé de fabrication additive laser sur lit de poudre, avec une petite vidéo. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Donc le plateau va descendre, on va avoir une réserve de poudre à gauche. Alors dans certaines machines, c'est à gauche et à droite, dans d'autres machines que d'un côté. Le racleur va venir déposer une couche. Donc la réserve de poudre monte, le plateau de fabrication descend, le racleur vient déposer une couche de poudre. Donc alors ça peut être un racleur ou un rouleau sur certaines machines. L'épaisseur de couche qu'on dépose, c'est entre 20 et 80 microns. Le standard sur l'acier, c'est 40 microns ou 30. Ensuite, le laser vient fusionner localement la poudre. C'est pour ça qu'on parle de fusion sélective sur lit de poudre. On parle vraiment de fusion, ce qu'on va fusionner sur 3-4 couches, le matériau. On réalise des pièces qui sont denses. Ensuite, une fois que cette couche a été fusionnée, donc là on voit le laser qui fusionne la poudre, le plateau de fabrication va descendre, la réserve de poudre va monter du pas décidé, et le racleur va venir déposer une nouvelle épaisseur de couche. Et ainsi de suite, de couche en couche, jusqu'à qu'on puisse produire la pièce en entier. Ensuite, on vient aspirer la poudre, la tamiser, la recycler, et découper la pièce du plateau de fabrication sur laquelle elle a été fusionnée, ou enlever les supports si on a fusionné la pièce sur support. Alors pour vous montrer un petit peu l'intérêt de la fabrication additive pour l'outillage de plasturgie, qui est le sujet abordé aujourd'hui, je vais partir d'un cas concret qu'on a réalisé en 2016 avec Georg Fischer. Donc la pièce plastique qui a été injectée, c'est la pièce ici, c'est une vanne 3 voies. L'outillage est composé de 2 parties, une partie ici, une partie ici. Et la partie qui va nous intéresser, c'est ce noyau ici. Donc la pièce qui est injectée dans le moule est une pièce en PVC. C'est une pièce assez volumineuse, on est sur des temps de cycle très longs, de 382 secondes. C'est une pièce d'assez grande dimension, 200 par 146 par 120. Et les objectifs du client, ça a été de réduire le temps de cycle, réduire un temps de cycle, donc refroidir plus rapidement la pièce grâce à l'outillage, et homogénéiser aussi le refroidissement, ces 2 points qui sont importants, afin d'éviter d'avoir des défauts d'aspect sur la pièce. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Donc si on regarde à gauche, disons, la régulation traditionnelle, c'était une régulation qui avait déjà été travaillée. On part déjà d'une régulation qui a été optimisée pour l'usinage. Donc c'est un système de poupée russe. C'est plusieurs parties qui vont s'emboîter les unes dans les autres, avec les canaux de régulation qui sont usinés. Le souci qu'on a aujourd'hui qu'ils avaient sur la régulation, c'est cette lèvre ici,
qui n'était pas régulé. Il n'y a aucun canot pour venir refroidir le moule d'injection dans cette partie de l'outillage. De ce fait, on avait beaucoup de mal à refroidir cette partie-là de la pièce injectée. Donc, ce qu'IPC a proposé dans cette étude, c'était de partir d'une embase et de venir fusionner uniquement le dessus. Hein, les problèmes de régulation sont dans la lèvre, donc il est inutile, il est trop lent et trop cher de fusionner l'ensemble de l'outillage. On va préférer utiliser l'usinage, donc faire une partie en usinage qui est relativement simple à usiner, et venir utiliser la fabrication additive uniquement pour la partie où on a quelque chose à apporter grâce au conformal cooling. Et à droite, vous pouvez voir le moule. Alors nous, à IPC, on l'a surnommé le moule spaghetti, hein, parce que les canaux le canot principal d'arrivée d'eau va se séparer en 7 petits canaux qui vont venir couvrir et mapper toute la surface moulante de l'outillage, ce qui va permettre d'optimiser le refroidissement de la pièce. Et avant de faire des calculs, on peut comprendre que voilà, le moule à droite va mieux refroidir la pièce plastique qu'on va injecter que le moule à gauche. Alors, pourquoi? Donc ça, on a fait des simulations, des calculs. À gauche, vous pouvez voir la circulation de l'eau dans la régulation conventionnelle, et à droite, vous pouvez voir la circulation de l'eau dans la régulation optimisée. Donc le débit va passer de 3,5 à 8,5 mètres par seconde, et on va avoir un débit qui va aussi augmenter en termes de quantité de manière très importante, et du coup la régulation va être beaucoup plus efficace. Il faut faire des calculs mécaniques, il faut s'assurer que ces circuits vont être très proches de la surface moulante. Lors de l'injection, on va avoir de la pression, la matière plastique va exercer une pression sur l'outillage. Donc il faut s'assurer que les canaux vont pouvoir tenir. Donc à IPC aujourd'hui, on est capable de faire ces calculs, on est aussi capable de garantir les outillages à 1 million de cycles. Donc ça, c'est des calculs qu'on fait par des méthodes d'éléments finis. C'est des calculs relativement standards. Ensuite, il va falloir utiliser la simulation numérique pour mesurer la thermique. Donc ici, on va pouvoir être capable d'évaluer le temps de cycle et de valider l'apport du conformal cooling avant la fabrication de l'outillage. Il faut comprendre que si on veut réguler une plaque, hein, le perçage, ça va être très facile. On va pouvoir s'approcher au plus proche de la surface moulante. Par contre, sur une pièce beaucoup plus complexe comme celle-ci, il va y avoir un gros avantage. Donc là, à gauche, vous pouvez voir la température à la fin de l'injection. Hein, donc le moule est encore trop chaud. On n'est pas capable d'éjecter la pièce. À droite, c'est lorsqu'on utilise du conformal cooling. Donc à la fin de l'injection, le moule est déjà froid. Il va être possible d'éjecter la pièce beaucoup plus rapidement. Donc si on résume un petit peu les différentes étapes sur cette étude, sur ce cas, donc on va fabriquer la pièce sur une plaque de fabrication, mais dans ce cas-là, ça va être sur une embase. On a une épaisseur, de 45 mm. On va utiliser de l'acier Maraging, hein, c'est un cas qui a été fait en 2016. On n'avait pas encore d'autres aciers à cette époque que l'acier Maraging, qui est le plus populaire aujourd'hui pour cette application. On est sur des épaisseurs de couche de 40 micromètres, un temps de fabrication de 94 heures pour une hauteur de 120 mm. Donc c'est quand même des choses qui sont assez lentes. Une fois qu'on a fusionné, il va falloir enlever la poudre, faire un traitement thermique, et on va aussi contrôler et s'assurer que tous les trous sont débouchants. On fait des tout petits canaux à l'intérieur de la pièce. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de poudre bloquée qui vient obstruer ces canaux. Alors je vais vous montrer comment on fait ça très rapidement. Donc là, on enlève la poudre, donc on va la recycler. Hein, dans la fabrication additive sur l'outillage, on peut utiliser la poudre un grand nombre de fois, donc on la recycle presque entièrement. On la tamise pour éviter d'avoir des condensats qui se retrouvent dans le lit de poudre. On fait un traitement thermique pour venir durcir l'acier Maraging. On peut viser des duretés supérieures à 50 HRC et une détente pour libérer les contraintes internes à la fin de la fusion. Et on vient séparer la pièce du substrat à l'aide de découpes en érosion fil. Alors ce qu'on fait à IPC aussi pour s'assurer que les canaux sont débouchants, donc c'est une méthode assez simple, on utilise une caméra thermique, on fait circuler de l'eau chaude à l'intérieur des canaux, donc tout l'outillage va chauffer, c'est l'image que vous voyez à gauche. Ensuite on fait circuler de l'eau froide, donc l'outillage va se refroidir, et là on voit apparaître par transparence à la caméra thermique tous les circuits de régulation qui ont été dessinés à l'intérieur de l'outillage. Donc si un canot est bloqué, on va s'en rendre compte très rapidement que la poudre n'a pas pu être enlevée, n'a pas pu être ôtée d'un circuit de régulation, et donc on va se rendre compte qu'il y a un souci dans l'outillage. Donc c'est vraiment un moyen de contrôle rapide et efficace. Hein. C'est impossible de faire des rayons X ou la tomographie quand on a une épaisseur d'acier aussi importante, où c'est très compliqué et très cher. C'est une méthode très bien. Et vu que ces canaux sont très proches de la surface, on les voit vraiment apparaître grâce à la caméra thermique.
Ensuite, il faut l'usiner, hein, comme un moule conventionnel. L'état de surface en fabrication additive fait qu'aujourd'hui, on est obligé de réusiner la pièce pour pouvoir l'utiliser dans un moule. Donc, on vient l'usiner par des moyens conventionnels. Alors, si on résume un petit peu cette étude de cas avec Georg Fischer, donc on est passé d'un temps de cycle de 382 secondes à 322 secondes. Donc ça, c'est un gain de 16%. Alors, le gain est relativement faible. Hein. Sur d'autres outillages, on peut avoir des gains beaucoup plus importants. Mais la régulation aujourd'hui, disons la régulation traditionnelle de cet outillage était déjà bien travaillée. Hein. Ils ne sont pas partis d'une régulation uniquement par perçage. Hein. C'était vraiment déjà un assemblage de plusieurs parties qui étaient usinées. C'est pour ça que le gain est relativement faible. Et puis, on est sur des épaisseurs de parois assez importantes. Mais vraiment, ce qui intéressait énormément Georg Fischer dans ce cas, c'est la suppression des lignes de soudure. À gauche, vous voyez la pièce plastique moulée dans le moule traditionnel. Donc, on voit au moment où les deux flux de matière plastique viennent se toucher, on voit cette ligne de soudure hein, qu'on trouve sur pas mal de pièces plastiques. C'est un défaut de qualité. Et dans l'outillage conformal cooling, vu qu'on a ce refroidissement qui est beaucoup plus homogène, cette ligne de soudure disparaît complètement. Et ça, c'est vraiment ce qui a motivé Georg Fischer pour communiquer, se lancer sur cette thématique. Et c'est vraiment un des aspects du conformal cooling. Donc, il y a le temps de cycle et la qualité de la pièce qui sont vraiment deux aspects importants. Un autre cas qu'on aime bien présenter à IPC, c'est un cas qu'on a réalisé avec Smoby, qui est un peu plus ancien, mais on a l'autorisation de communiquer dessus. On n'a pas l'autorisation de communiquer sur tous les cas que nous avons fait à IPC. Là, le gain est beaucoup plus important parce qu'on va passer d'un temps de cycle. Donc, le matériau injecté est un polypro. On est sur une pièce qui a un diamètre de 69 mm avec une hauteur de 30 mm et une épaisseur qui est beaucoup plus faible, 1,8 mm si on compare aux 4 ou 5 de la pièce précédente. Donc là, le temps de cycle, régulation traditionnelle. Donc la régulation traditionnelle était réalisée avec des puits, un 4 puits à l'intérieur de la roue. Ici, on va passer d'une régulation, disons, moins travaillée que dans le cas précédent, à une régulation conformal cooling. Et là, le temps de cycle va être presque divisé par deux. On va passer de 21 secondes à 11 secondes. Donc du coup, le client va, au lieu de réaliser un outillage 4 empreintes, il va pouvoir réaliser un outillage 2 empreintes. Donc en fait, le moule, si on réfléchit global, le moule conformal cooling va coûter moins cher. Parce qu'au lieu d'acheter 4 inserts à l'intérieur, ils vont en acheter que 2. Ils pourront produire le même nombre de pièces en utilisant une presse plus petite et une carcasse plus petite. Donc l'outillage sera dans ce cas-là moins cher. Donc même si la fabrication de l'insert représente un surcoût, si on pense plus global dans ce type de projet, on se rend compte que le moule coûte moins cher. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête en fabrication additive, c'est que les inserts vont coûter un peu plus cher, ça va dépendre de ce qu'on nous demande et des types d'outillage, mais si on pense global en termes de productivité, nombre de pièces qu'on va sortir sur un moule, on peut arriver à des outillages qui coûtent moins cher. Donc si on fait un petit peu le bilan de cette application de l'outillage en fabrication additive métal, aujourd'hui, c'est quoi les avantages du procédé de fabrication additive? C'est une réduction du temps de refroidissement. Et donc une augmentation de la productivité des machines d'injection. On va pouvoir réaliser plus de pièces dans un temps donné, on va pouvoir réduire les temps de cycle et produire plus de pièces. On va avoir une meilleure qualité de surface des pièces parce qu'on va avoir un refroidissement plus homogène. Alors, il y a quelques limites aujourd'hui d'utilisation de la poudre Maraging et de cette application, c'est la corrosion. Les canaux peuvent s'oxyder et se boucher, alors notamment des gens qui utilisent de l'eau. Alors nous, à IPC, on a beaucoup de préconisations sur les outillages en fabrication additive, utiliser du glycérol, on a pas mal de préconisations pour éviter l'encrassement des canaux. Cependant, on se rend compte qu'en réalité, tout le monde ne respecte pas ces préconisations. Et donc, certains gens utilisent de l'eau tout simplement pour refroidir les canaux. Et donc, l'acier Maraging, c'est pas un inox, il peut s'oxyder. Et on va avoir les canaux vont se détériorer. Et on va perdre petit à petit, au fur et à mesure des années, l'efficacité du conformal cooling. Alors, c'est une des limitations aujourd'hui. Et l'autre limitation, c'est la faible résilience après traitement thermique de l'acier Maraging. On descend aux alentours de 10 joules. En sortie de fusion, il est très ductile, c'est ce qui fait sa popularité en fabrication additive. Par contre, dès qu'on vient le durcir à des duretés aux alentours de 50 HRC, il devient extrêmement fragile et on peut avoir un risque accru d'avoir des fissurations ou de la casse sur ce type d'acier par rapport à d'autres nuances. Voilà pour ma présentation de l'intérêt de la fabrication additive métal pour le conformal cooling.
Et maintenant, je vais laisser Peter présenter un petit peu la nouvelle poudre MicroPerl 420 et son utilisation pour l'outillage et les travaux que nous avons réalisés ensemble dans ce domaine. D'accord. Donc, comme disait Thomas, maintenant je vais présenter le 420, le MicroPerl Micro 420, qui est une nouvelle poudre pour la fabrication additive des outillages de plasturgie. Mais avant d'entrer dans les détails de matériaux, juste quelques mots sur les points clés de qu'est-ce que c'est un bon matériau pour les outillages en particulier. Donc, tout d'abord, on a l'alliage. Donc, l'alliage, c'est quoi? C'est les éléments d'alliage et son traitement thermique. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire, ça c'est un matériau. Mais le matériau est plus que ça. Ça, c'est aussi sa structure. Donc, dans la fabrication additive, la structure vient principalement des paramètres de lasage et aussi de l'orientation de la pièce. Troisième point important, c'est la propriété. Donc, la propriété d'inclusion métallique et non métallique. Donc, cette propriété, elle serait à la fois dans la production de la poudre elle-même, mais aussi dans la gestion de la poudre, à la fois chez le fabricant de la poudre, mais aussi chez le fabricant de la pièce. Alors, qu'est-ce que ça donne en propriété d'utilisation? Tout d'abord, la santé. D'avoir un matériau qui n'a pas de nickel et surtout pas de cobalt est très souhaité pour des questions de santé. Pas chez les utilisateurs finaux, mais chez les fabricants de poudre et chez la société qui fait l'impression. Parce que les poudres avec du cobalt qu'on respire est très mauvais pour la santé et le cobalt est même considéré comme cancérogène. Je répète quand même, pour les utilisateurs finaux, il n'y a pas ce problème, qu'eux, ils travaillent avec les pièces solides. Deuxième point clé, pour prêter, c'est la dureté. Donc, il faut avoir une bonne dureté pour que l'outil ne déforme pas. Donc, la dureté, il est 100% en effet de l'alliage des éléments et son traitement thermique. Ensuite, pour un outil avec des canaux de refroidissement, il est aussi important d'avoir une bonne conductivité thermique. Pareil, comme la dureté, c'est un effet direct de l'alliage. Par contre, inoxydabilité, c'est principalement une question d'alliage, mais pas que. Si on a des problèmes d'inclusion métallique ou non métallique, on peut avoir des problèmes de piqûre, qui peut être néfaste pour la surface. On peut avoir des piqûres dans des points non souhaités. La résilience, comme Thomas a dit, il est important d'avoir une bonne résilience. Donc, la résilience est le résultat à la fois de l'alliage, mais aussi de la structure et de la propriété. Un matériau avec plein de porosité et plein d'inclusion va pas avoir une résilience comme si on avait utilisé un matériau propre et sans porosité. Et c'est la même chose pour la résistance à la fatigue. Donc, la résistance à la fatigue, il est important, surtout si vous faites des outillages qui doivent tenir plusieurs millions de cycles. Et dans ce cas-là, il est important de pas uniquement avoir un alliage, le bon alliage, mais aussi d'avoir une bonne propriété et une structure sans porosité. Dernier point, c'est la polissabilité. Pour avoir un bon surface, il faut qu'on n'a pas d'inclusion métallique ou non métallique et pas de porosité. Donc, c'est la polissabilité, c'est, je dirais, presque 100% une question de propriété et de structure, surtout pour les matériaux fabriqués par fabrication additive. Alors, qu'est-ce que nous on propose? Le Pearl Micro 420, bon, vous voyez à droite
la poudre. L'acier en elle-même, c'est un acier que vous connaissez déjà. C'est un 13 chrome avec un peu haut en carbone. Vous le connaissez peut-être sur AFNOR Z40C13. Il y a d'autres noms, à la fois des noms standards et des noms, des trademarks comme Stavax par exemple. Donc c'est un acier relativement conventionnel. Ce qui fait la différence entre l'autre poudre, c'est qu'on a utilisé le procédé ESH pour la production, ce qui permet d'avoir une propriété inclusionnelle exceptionnelle. Et comme c'est un procédé de grande industrie, de sidérurgie de grande échelle, on a une très bonne contrôle de la composition chimique. Ensuite, c'est une poudre qui est adaptée à la fabrication additive où on a tamisé, on a homogénéisé et fait en sorte que la poudre est adaptée à toutes les machines de fabrication additive. Et dernier point important aussi, c'est que le traitement thermique est très simple. Il y a un simple revenu qui peut être fait par le fabricant de l'impression 3D. Et donc, il n'y a pas besoin d'envoyer en sous-traitance pour un traitement thermique avec un durcissement, etc. Donc, ça fait que c'est simple, c'est robuste et c'est rapide. Maintenant, quelques mots sur la procédé ESH. Donc, vous voyez la photo à gauche, c'est l'usine où on fait cette poudre. Donc, première chose qu'on peut voir, c'est que le bâtiment, il n'est pas petit. Le bâtiment fait plus de 20 mètres et il ne contient que l'atmosphère. Donc, ça veut dire que c'est une industrie de grande échelle. Si je reprends un peu un petit film ici qui montre le procédé. Donc, on a le bain liquide qui est couvert par un laitier synthétique chauffé par 2 électrodes qui permet de maintenir l'acier chaud et le laitier liquide est active. On fait passer l'argon à travers le bain liquide pour décanter toutes les inclusions. Et une fois que le métal est pur, on lance l'atomisation. Donc le métal liquide, il passe à travers un petit trou et est atomisé par des jets d'azote, des gouttelettes sous l'édifice dans la tour d'atomisation et on tombe en bas et sont récupérés dans un conteneur et refroidis. Tout ce procédé est fait sous surpression d'azote pour assurer qu'il n'y a pas de pollution par des corps étrangers. Après que le poudre soit refroidi, on fait une homogénéisation pour que la poudre soit identique partout, et pour ensuite faire le tamisage, avec le but d'enlever la surfraction et la sous-fraction pour avoir juste la poudre qu'il faut pour la fabrication additive. À la fin, on met ça dans des emballages qui seront envoyés chez le fabricant de l'impression 3D. Donc, toutes ces procédures est fait protégé. Donc, il n'y a pas de risque de contamination des corps étrangers, ce qui est très important. Donc, nous, on prend des échantillons statistiques où on regarde la propriété par une norme allemande, DIN 50602, K0, et on regarde le nombre d'inclusions qu'on trouve. Donc, vous voyez les chiffres en bas. Ce qu'on peut dire pour situer un peu où on est par rapport à le benchmark industriel, aujourd'hui, si vous achetez un Z40 Z13 qui est fabriqué par ESR, la demande est d'avoir un K0 inférieur à 40 à peu près. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais vu un K0 supérieur à 3. Donc, ce qui montre que ce qu'on fait dans nos poudres, c'est tout à fait exceptionnel en termes de propriété. Donc, maintenant,
si on compare les différents cas de figure, donc soit vous utilisez un acier Z40, Z13 ESR, Stavax ou quelque chose comme ça, et vous pensez commencer avec la fabrication additive, et vous pensez utiliser le Pearl-Micro 420. Soit vous utilisez aujourd'hui déjà la fabrication additive, et dans ce cas-là, vous utilisez un maraging. On peut avoir dans les deux cas de figure. Si on compare notre proposition avec le 420 pour les différentes propriétés. Donc d'abord la dureté. Les trois solutions donnent une bonne dureté. On a dans tous les trois cas une dureté supérieure à 50 HRC. Donc tout est bon. Si on veut de conformal cooling pour avoir des bons refroidissements, comme Thomas a expliqué, bon, ben, on ne peut pas faire ça par usinage. Donc il faut passer en fabrication additive. Donc c'est soit par le Pearl-Micro 420, soit avec un maraging. Ensuite, conductivité thermique. Donc, un des avantages de Pearl-Micro 420 par rapport au maraging, c'est qu'on a une conductivité thermique qui est bien supérieure. Pour la résilience, on est 2 fois plus que le maraging et on est même peut-être pas toujours mieux que le Z40, Z13. La difficulté avec les barres, c'est que la résilience va dépendre de la dimension initiale des barres. Donc, si vous partez d'un gros bloc, vous allez avoir une résilience qui est moindre que si vous commencez par une barre. Et nous, dans la fabrication additive, on aura une résilience qui est très bonne au niveau des meilleurs qu'on peut avoir par usinage. Pour l'inoxydabilité, le 420 c'est un 13D chrome, donc il sera inoxydable, ce que le maraging n'est pas. Ça, c'est très important. Si vous allez avoir des canaux de refroidissement, où vous risquez d'avoir de la corrosion dedans. Donc, si vous prenez un maraging et vous faites des canaux de refroidissement qui s'encrassent avec la rouille, bah, ça ne vous sert à rien. Ensuite, pour la résistance à la fatigue, ça c'est principalement une question de propreté, comme on avait dit tout à l'heure. Et avec le procédé ESH, on a une très bonne propreté. Et ça va de même pour la polissabilité. Ensuite, au final, pour l'absence de nickel et cobalt, le maraging, il contient à la fois le nickel et le cobalt, donc il n'est pas très conseillé à utiliser. On peut l'utiliser, mais avec des contraintes dans la fabrication. Voilà. Bon, c'était ça. Maintenant, quelques études de cas. Donc, première étude de cas, ça a été fait par Thomas. Je ne sais pas s'il veut dire des choses, sinon ce qu'on... Oui, si tu veux, je peux le présenter. Si tu veux, Thomas. Comme tu veux. Oui, alors c'est un outillage aéronautique pour un bracket. On peut pas dire le nom du client. Donc c'est une pièce qui fait 85 par 75 par 45, donc on est déjà sur une pièce assez massique. Ça a été fusionné sur le OSM 290. Donc ça permet de réduire. Alors on l'a réalisé aussi, on voulait le montrer à des salons, donc on l'a réalisé en polyjet pour montrer, parce que malheureusement on voit pas à travers le métal, donc on voit pas le circuit de régulation sur la photo de droite. Donc on l'a aussi réalisé en fabrication additive polymère. Donc vous voyez en bleu les circuits de régulation. Et en rouge, on a allégé un petit peu l'intérieur de la pièce avec du lattice, parce que c'est un outillage très massique. Et donc sur les grosses pièces, on préfère alléger légèrement les zones qui ne sont pas sollicitées mécaniquement. Donc on va venir évider ces zones. Et ensuite, pour que ça se monte sans souci lors de la fabrication, on vient remplir avec un lattice qui se fusionne très bien. Donc on a vu voilà aucune fissure, aucun crack sur cet outillage.
qui a pu être fusionné sans aucun problème. Donc voilà, vous pourrez regarder, alors je ne sais pas si on refera des salons d'ici la fin de l'année, mais on vous montrera cette pièce à une prochaine occasion. Voilà, merci Peter. Merci. Donc, prochaine étude de cas, c'est une pièce fabriquée, c'est dans le secteur automobile, qui a été fabriquée par volume pour FMB Industrie. Ici, identique comme l'exemple que tu m'as expliqué, il y a des canaux de refroidissement optimisés donc, grâce à le fait que c'est inoxydable et grâce à la fabrication additive. On peut voir sur l'image à droite qu'on a une très bonne capacité de polissage, on a une surface très lisse. Et ce qui est important ici aussi, c'est qu'il n'y a pas de contrainte HSE liée à l'absence de cobalt. Donc cette pièce, normalement, il doit être mise en service sous peu. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore un retour d'expérience, mais j'espère pouvoir partager ça dans quelques temps. Dernier exemple, c'est une busette d'extrusion de caoutchouc qui est fabriquée pour une pièce d'extrusion de 800 tonnes. Là, ici, l'objectif principal, c'était de mieux contrôler la température pour éviter la vulcanisation lors de l'extrusion. Et ça, c'était fait pour permettre des canaux de refroidissement. Pareil ici que ce que Thomas avait présenté. À gauche, vous avez un exemple en polymère où on voit les canaux de refroidissement en bleu qui permettra de mieux refroidir la pièce. Donc c'est une pièce simple, mais où le refroidissement va donner quelque chose qui n'est pas possible par l'usinage normal. Voilà, ça c'était tout. Donc si vous avez des questions, j'espère qu'on puisse vous répondre. Oui, il y a des questions. Elles sont nombreuses. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout le monde. Pour commencer, je propose à Thomas, est-ce que tu pourrais revenir sur les dimensions maximales des pièces en fabrication additive métallique et quelles sont les dimensions mini des canaux de refroidissement? Oui, très bien. Alors sur la fabrication additive métal, aujourd'hui, ce qui nous limite, hein, c'est les contraintes résiduelles à l'intérieur de la pièce. Donc en acier maraging, on a déjà fait le plus gros outillage qu'on ait fait, ça doit être 120 mm par 130 mm par, je sais plus, 60-70, hein, c'est pour donner un ordre de grandeur, hein, donc on est de l'ordre de 10 à 15 cm. Le plus gros outillage qu'on ait aujourd'hui sur le PM420, on n'a pas encore ce recul, hein, donc on a réussi à faire une pièce de 85 par 65 par 45 ou 50 à peu près, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on a déjà réalisées. Voilà, plus gros, il faudra peut-être évider la pièce, peut-être, voilà, on peut faire plus gros, mais il faut sûrement évider la pièce pour réduire les contraintes résiduelles. Pour la diamètre minimum des canaux, donc on est, je crois, 0,8 mm de mémoire, hein, mais en dessous, on descend rarement en dessous d'un millimètre, parce qu'après, il peut être très difficile d'enlever la poudre à l'intérieur des canaux. Donc c'est pour ça qu'en général, on se limite à environ 0,8 mm. Après, ça dépend si on fait circuler de l'eau ou de l'air aussi, hein. Avec de l'air, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas. D'accord. Une autre question, cette fois-ci pour Peter. La composition de la poudre 420 a-t-elle été modifiée ou adaptée pour minimiser les risques de fissuration? Non, pas trop. Nous avons principalement travaillé avec les paramétrages de lasage. Donc, c'est principalement Thomas qui a travaillé sur les paramètres. On a vu que le 420 se lase relativement bien.
il est quand même pas aussi facile d'imprimer que le Maraging, donc il est plus compliqué, il est plus challenging, ça c'est vrai. Mais vous voyez par les exemples, on a quand même Volume qui a réussi, IPC qui a réussi, et aussi on a réussi dans ce projet qu'on avait en Suède. Donc ça prouve que c'est faisable et on arrive à faire des pièces de relativement grande dimension. Voilà. D'accord. Quelle est la rugosité de la surface après impression? Est-ce un problème pour les canaux de refroidissement, Thomas? Alors oui, c'est un problème. Alors c'est un problème et un avantage pour les cas de refroidissement. Donc on a une rugosité moyenne. Alors ça va dépendre de l'orientation en fabrication additive, hein. Sur le bas des canaux, on va être à peu près sur une rugosité moyenne de 8 micromètres, hein, entre 5 et 10 micromètres, disons. Par contre, sur les plafonds, hein, on peut monter en fonction du diamètre des canaux, on peut monter à plusieurs dizaines de micromètres, hein, 50 micromètres. Et là, oui, c'est un problème pour la tenue en fatigue, en fait, hein, c'est surtout ça. Il faut penser que l'outillage va travailler durant son utilisation. Et donc, voilà, ça peut créer un risque. Donc, nous, on connaît le diamètre maximum des canaux, donc on va les concevoir de manière adéquate. Mais voilà, il faut éviter de faire des diamètres trop gros, surtout s'ils sont orientés, dans le sens du plateau. Il faut éviter de faire des canaux trop gros, sinon la rugosité va être mauvaise. Alors pourquoi je dis que c'est aussi un avantage, c'est qu'un peu de rugosité, ça va donner de la turbulence au fluide et ça va permettre d'améliorer les échanges thermiques. Donc on chercherait pas, même en théorie, on chercherait pas un polymiroir. Alors c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais c'est vrai que sur certains plafonds de gros diamètre, on va préférer faire 2 petits canaux qu'un gros, afin d'avoir un plafond qui va être plus propre. On travaille aussi avec l'ENISE, hein, sur le polissage des canaux. Donc il y a des moyens, on peut faire circuler de la pâte abrasive à l'intérieur des canaux, et ça permet de les lisser. Donc on a des travaux qui sont en cours et on a de très bons résultats pour venir polir ces canaux et limiter les risques de fissuration. Ensuite, voilà, c'est des choses, oui, c'est un danger. Maintenant, on est capable, nous, on sait l'évaluer, on sait concevoir les canaux pour que cette rugosité dépasse pas un seuil critique. Et aujourd'hui, on est capable de garantir, alors malgré cette rugosité et malgré les canaux à l'intérieur, les outillages pour 1 million de pièces injectées. Ok. Peter, une question pour toi. Quelle est la conductivité thermique du matériau 420? 25 watts Par mètre par Kelvin? Par mètre Kelvin, ouais, c'est ça? ouais, ça, ouais. Ouais. Et le Maraging, pour référence, on va être autour de 15, si je me souviens bien. Ouais. Ensuite, ça dépend aussi comment on le mesure et qui mesure, mais c'est-à-dire ça c'est la différence est à peu près 25% entre les deux en thermique. D'accord. Ok, Thomas, quelle est la densité, la porosité, quelle densité porosité est atteinte sur les pièces imprimées en 3D? Alors oui, hein, sur le procédé de fusion laser sur lit de poudre, on réalise des pièces denses, hein, il faut vraiment garder ça en tête. On est au-delà de 99-98% de densité. Donc là, la porosité est inférieure à 0,02%, disons. Parce qu'il faut vraiment penser, on n'est pas sur du frittage, hein, on va vraiment fusionner 3-4 couches, hein, ou de poudre, de la taille du bain de fusion est l'équivalent de 3-4 couches de poudre qu'on vient déposer. Donc on a vraiment une pièce qui est dense à la fin. Et sur ce matériau, alors on a fait de la tomographie avec une très faible résolution. On s'est aperçu que voilà, les pièces sont très denses. On pourra faire du poly comme des matériaux polis, hein, comme a montré Peter. Le seul point qui risque de poser problème, c'est vraiment sur l'outillage type Black Piano, sur certaines pièces d'injection, on va chercher un état de surface extraordinaire, où là, les 0,02% de porosité peuvent poser des problèmes, mais c'est vraiment, à part cette application-là qui est assez spécifique, tout le reste, on pourra répondre avec les matériaux ici de fusion laser. Et je confirme, il est très important pour les propriétés de matériaux d'avoir une porosité faible. C'est ce qui est simple. Surtout, il ne faut pas avoir des gros porosités qui vont très significativement mauvais pour la résilience et la fatigue.
Oui, si on avait des porosités, on n'aurait pas le niveau de résilience qu'on a aujourd'hui sur ce matériau où on est à peu près à 2-3 fois le maraging, hein. Donc c'est aussi, voilà, c'est très important. C'est une bonne Ok, question. d'accord. Alors, une autre question en lien avec le prix cette fois-ci. Peter, la poudre 420 est-elle plus coûteuse que la poudre Maraging? Bon, moi, je connais pas tous les prix que tous nos concurrents ont fait pour le maraging, mais je sais que notre prix sera toujours moins, je pense toujours moins cher que celle de maraging. Généralement, comme il n'y a pas de nickel et cobalt, il est moins cher. Ok. Concernant le recyclage de la poudre, Thomas, combien de fois est-ce qu'on peut recycler la même poudre entre les cycles d'impression? Alors sur le maraging, on le recycle au-delà de 10 fois pour l'outillage. Ensuite, là, on est sur un matériau inoxydable, donc on peut espérer que son comportement sera meilleur que celui du maraging. Honnêtement, on n'a pas encore testé le recyclage du PM420, mais il y a peu de risques, hein, vu que c'est sur un inox. Enfin, toutes les études qui ont été publiées sur le 316L ou sur d'autres matériaux inoxydables montrent qu'on peut, sans grand risque, recycler la poudre plus d'une dizaine de fois sur la fabrication additive métal. D'accord. Thomas, nous avons encore des questions pour toi sur le traitement de surface. Les températures de revenus sont-elles adaptées à des revêtements PVD? Est-il possible de déposer des couches de nickel phosphoré sur des pièces en 3D pour reprise en diamond turning? Alors ça, c'est plutôt pour Peter comme question, qui connaît Donc mieux la température de revenu est optimale, elle est autour de entre 350 et 400 degrés. Donc de mémoire, je pense que le PVD normalement il est plus haut en température, vers les 500. Donc si on soumet le 420 à 500 degrés, il y aura une chute dans la résilience. Donc il y aura une influence sur la résilience. Mhm, mhm. Maintenant, je n'ai pas encore les chiffres exacts de combien, Après, ouais. mais Et il me semble qu'on a aussi testé un revenu à 500 degrés. On n'a pas vu de grande différence au niveau de la résilience, hein, côté IPC. Donc je ne sais pas exactement les températures du PVD. Je sais que ça peut se faire aussi à différentes températures et je ne suis pas assez expert. Il faudrait que je réponds. Je me penche un peu sur le sujet pour pouvoir répondre, mais Ok, il y a un risque, hein, il faudrait tester et valider. Ça, tant ouais, qu'on ne dépasse pas les 400 degrés, c'est bon. très bien. Ok. Est-ce qu'on peut faire de la soudure sur le 420 imprimé 3D? Est-ce qu'on peut fusionner cette poudre sur une embase conventionnelle? C'est une question pour toi, Thomas. Oui, oui, je pense que c'est tout à fait possible, hein. Donc on peut acheter des embases avec l'acier à usiner. Et donc là, l'avantage qu'on va avoir par rapport au maraging, c'est que le maraging, on a toujours l'interface qui fait avec un autre matériau. Hein, parce qu'on ne trouve pas d'acier maraging en bloc. Donc du coup, on utilise du Z38, je ne sais plus exactement ce qu'ils utilisent, mais du coup, voilà, on a forcément une interface qui a un risque. Ici, le gros avantage, c'est que vu qu'on est sur une nuance qui existe aussi, disons, traditionnelle, on va pouvoir fusionner le même matériau sur l'embase. Et ça, c'est vraiment pour moi un avantage de ce matériau, c'est qu'on va pouvoir prendre une embase usinée en Stavax, par exemple, et venir fusionner dessus la poudre PM420 et on aura vraisemblablement une très bonne interface parce que c'est le même matériau. Et le mieux pour l'interface, hein, que ce soit sur toutes les technos, c'est d'avoir le même matériau. Même pour les traitements thermiques, après, ça sera un gros avantage parce que en général, sur l'acier maraging, on va faire un traitement thermique qui n'est peut-être pas le bon pour l'embase. Ici, on va être, alors ce sera pas exactement la même chose, la microstructure, fabrication additive et usinée, mais on reste quand même sur la même nuance et je pense que c'est un gros avantage de cet acier. Ok, très bien. Question toujours pour Thomas. Y a-t-il une différence de coût et de délai entre un outillage réalisé par un usinage, pardon, et un outillage imprimé en métal? Alors oui, oui, il y a une différence de coût et de délai. Et bon, c'est dur de répondre globalement
Donner une généralité là-dessus, hein, parce que la fabrication additive, ça peut aller très vite. Hein, si les canaux sont réalisés, ça va dépendre des contrôles qu'on fait, ça va dépendre de si on fait des simulations avant pour valider le gain en temps de cycle ou si on se lance directement dans la fabrication. Alors, donc le délai, on peut être plus rapide comme on peut être plus lent en fonction du cahier des charges. Donc c'est vraiment des choses, et en fonction du type de pièce. Hein, s'il y a beaucoup d'usinage, si l'usinage est compliqué ou si l'usinage est facile. Si c'est juste s'il y a de l'électro-érosion par exemple, ou des choses compliquées au niveau de l'usinage à réaliser, typiquement le moule de Garrow-Fisher, c'est 3 blocs qui sont emboîtés l'un dans l'autre, donc ça c'est quelque chose qui va prendre du temps. Par contre, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va être plus cher en général, parce que la surface doit être réusinée. Donc tout ce qui est surface moulante doit être prise en usinage. Donc on va quand même passer par l'usinage. Et vu qu'on va avoir l'usinage dans les deux cas, donc en conventionnel et en fabrication additive, ça va représenter un surcoût. Donc ça, voilà, il faut garder en tête. Nous, on parle, le surcoût en fabrication additive, il est entre 10 et 50%. C'est ce qu'on estime sur une empreinte. Ça va dépendre de ce qu'on nous demande en termes de simulation, de calcul, de type de pièce, taille de pièce aussi. Plus c'est gros, plus ça va être cher. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Après, comme je l'ai montré dans le cas Smoby, c'est des coûts qui peuvent être entièrement justifiés dès l'achat de l'outillage dans certains cas. D'accord. Concernant l'usinage, toujours, peut-on réusiner des pièces imprimées en 3D en 420 après fabrication si une modif doit être faite? Oui, je crois qu'il n'y a pas de préconisation de ne pas le faire. Hein, donc ça, Contre-indication. c'est tout à fait possible. C'est 420 Il n'y a pas de contre-indication, pardon. Ok. Quel est l'entretien nécessaire pour éviter de boucher ces tout petits canaux issus de l'impression 3D? Alors ça, je sais que nous, on a des préconisations. Alors, je les connais pas toutes. Hein. Je sais que utiliser du glycérol, par exemple, c'est un bon point. Maintenant, les clients d'IPC, nous, quand on livre un outillage, on livre avec une série de préconisations pour éviter de boucher les canaux. Mais j'ai envie de dire, la meilleure solution, c'est d'utiliser un acier inoxydable. Hein. C'est voilà. Et après, parmi nos préconisations, je sais que l'utilisation de glycérol, par exemple, ça peut aider à éviter un encrassement prématuré. Mais là, tu parles pour le maraging. Ouais, pour le maraging, ouais. Mais Pour le le mieux pour 420, moi, c'est quand même d'utiliser un acier. ouais. En utilisant 420, Voilà, on on n'aura n'a pas pas ce besoin de problème. faire des choses particulières. On peut utiliser de l'eau normale. D'accord. Ok, très bien. Alors, je poursuis. Avez-vous essayé d'autres techniques d'impression 3D, EBM, Binderjet, par exemple? Alors ça, je peux répondre côté IPC et après peut-être Peter te dira côté Aubert et Duval. Nous, en IPC, on fait uniquement de la fusion laser sur lit de poudre. Aujourd'hui, au niveau de la réalisation de ces petits canaux, c'est la technologie la plus précise. Hein. Donc c'est la technologie, de mon point de vue, qui se prête le mieux à la réalisation de moules en conformal cooling ou d'empreintes de moules en conformal cooling. C'est la fusion laser sur lit de poudre. Le BM a d'autres avantages, hein, notamment au niveau des nuances qu'on peut utiliser. On va pouvoir utiliser des nuances plus performantes mécaniquement. Par contre, la réalisation de ces petits canaux et enlever la poudre sur ces petits canaux, parce qu'en EBM, par exemple, on vient chauffer toute l'enceinte, ça va être plus compliqué. Du coup, les règles de conception vont être un peu différentes et on va peut-être pas réaliser des canaux aussi fins qu'en fusion laser solide poudre. Maintenant, il y a une technologie qui a aussi ses avantages, comme les techniques, disons, indirectes où il y a un déliantage fritage. L'avantage du déliantage fritage, c'est que voilà, on va pouvoir utiliser d'autres matériaux qu'on a plus de mal à utiliser en fusion laser. Et le problème pour l'outillage de tout ce qui est basé sur un déliantage fritage, c'est que les pièces massiques, c'est dur à réaliser. Mais bon, nous, on peut les éviter. Et après, l'autre problème, c'est que souvent, il faut 2, 3, 4 essais aujourd'hui pour bien ajuster les cotes. Donc voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui, pour les outillages, on parle plus de production unitaire. C'est pas forcément la techno aujourd'hui, hein, je précise bien, qui est retenue, mais c'est des choses qui pourront évoluer à l'avenir. De notre côté, ce qu'on peut dire, nous, on a l'expérience on a des clients qui utilisent la poudre, peut-être pas le 420, mais d'autres à COT, à la fois en EBM, en LMD et en binder jetting. Donc, ce qu'on peut dire sur les différents cas, pour l'EBM, ce que dit Thomas est vrai, on a des problèmes
canaux de refroidissement. On peut faire des canaux de refroidissement, mais beaucoup moins précis et moins compliqués. Par contre, on peut faire des pièces beaucoup plus plus massives, sans avoir des problèmes de contraintes résiduelles. On a aussi testé le LMD, donc même par 420. Donc ça, c'est possible. Pour l'instant, on n'a pas de cas industriel à ma connaissance. Il y a juste eu des études faites. Par contre, donc, pour le l'EBM, il y a déjà des cas industriels. Donc, il y a des clients qui utilisent l'EBM de façon industrielle. Pour ce qui est le binder jetting, donc le binder jetting, c'est principalement pour faire des toutes petites pièces. Et donc, c'est comme du mime, c'est-à-dire on fait du frittage. Donc, on aura, en tout cas, ce que j'ai vu, toujours un peu de porosité. Et comme on avait dit plus tôt dans la présentation, quand on a des porosités, on peut, à mon avis, pas les utiliser pour des outillages haute performance. On peut peut-être faire des pièces mécaniques simples et des prototypes, mais si on cherche d'avoir des résistances à la fatigue, et il faut éviter les porosités, et je pense que dans le binder jetting, on aura du mal de faire ça. Voilà. D'accord. Ok, on va poser les quelques questions qui restent et puis ensuite on va conclure. Une datasheet des propriétés mécaniques de 420 après traitement thermique est-elle disponible, Peter? Nous sommes encore en train de faire les dernières mesures et donc j'espère pouvoir finaliser un fiche technique avec toutes les propriétés mécaniques pour la fin d'année ou début de l'année prochaine. Mais on a prévu de faire un autre webinaire en novembre-décembre où j'espère pouvoir donner plus de détails techniques sur le matériau. D'accord, ok. Très bien. Si vous avez encore des questions, vous pouvez peut-être continuer à les poser par email. Vous avez les adresses mail de Thomas et de Peter qui s'affichent sur votre écran. Donc voilà. Thomas et Peter, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Pointue Oui. sur ce sujet, ma foi, avancé en fabrication additive. Mesdames et messieurs, donc avant de vous quitter, je vous rappelle que vous allez recevoir un email vous permettant d'accéder au replay de ce webinaire et de télécharger la présentation d'aujourd'hui. Donc je vous invite également à consulter notre site internet ct-ipc.com et notre blog. Vous trouverez de nombreux articles sur le sujet de la fabrication additive. Et puis, je profite de ce moment pour vous inviter à nous rejoindre également à notre prochain webinaire. C'est la petite page de publicité. Webinaire de veille technologique ce jeudi 22 octobre, axé sur l'industrie du futur. Alors, n'hésitez pas à partager ces informations auprès de vos collègues et collaborateurs. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous et merci Frédéric pour l'organisation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.